Voilà. Bonjour et bienvenue à cette première vidéo dédiée à la peinture. Tout en étant un argument dont on ne peut pas parler avec une exactitude comme dans les sciences ou dans les mathématiques, on va essayer de dire quelque chose sur l'argument peinture. Et d'abord, c'est quoi la peinture? Ce n'est pas facile de répondre à cette question. D'abord parce que les philosophes eux-mêmes, ils ne l'ont traité que d'une façon euh, périphérique. Et les gens qui étaient de métier, ceux qui s'occupaient directement, ou théoriquement ou pratiquement de peinture, et ils sont souvent pas rentrés trop dans des détails, mais ils sont limités en conception générale. On peut tenter une approche mythique, comme il a fait Pline, en racontant l'anecdote d'une jeune fille à l'époque de la Grèce ancienne. Son bien-aimé devait partir pour la guerre, puis à la lumière d'une lampe, la lampe projette son ombre sur un mur, et puis elle parcourt avec son pinceau les contours de l'ombre, aidée par la main, dans ce cas-là, aidée par la main d'Eros, comme il nous illustre cette gravure. Le texte sur le mur est de Pictura ab amore et umbra. Donc la peinture, elle naît de l'amour et de l'ombre. Et c'est en effet une image et une anecdote très suggestive, celui qui nous transmet Pline, et que, comme beaucoup d'autres choses, comme les origines de l'architecture, de la sculpture, sont attribuées à des figures mythiques ou à des anecdotes ou à des mythes, à des fables, qui essayent de véhiculer la vérité sous le manteau d'un conte. Et c'est intéressant cette notion de l'ombre parce que elle est à la base aussi de ce que les anciens appelaient skiagraphia. Skiagraphie, c'est-à-dire ski en grec ancien ombre. Donc graphie de l'ombre, peinture d'ombre. Et c'est effectivement dans la peinture naturaliste. On se sert beaucoup des ombres, que ce soit l'ombre propre des objets, c'est-à-dire qu'il y aura forcément dans un objet des couleurs plus foncées et plus claires, ou que ce soit l'ombre portée, comme on peut voir ici, hein, dans la broque, la carafe qui projette son ombre sur la table, le plat et les oiseaux qui projettent leur ombre sur le mur. Cette distinction, elle remonte, la technique de la skiagraphie aurait été introduite au 5e siècle, et Platon, il en parle déjà. Il en parle dans des termes un peu péjoratifs, parce qu'on sait qu'il tenait beaucoup à distinguer le vrai du faux savoir, et sa cible, ce sont particulièrement les peintres qui pratiquaient le trompe-l'œil. Donc une peinture qui vise à se substituer en tout et pour tout à la réalité. Et plus tard, une autre bataille, entre guillemets, contre la peinture naturaliste est venue au temps de la peinture d'icône, où il y a eu toute une polémique entre les partisans de l'image et ceux qui étaient contre les images, parce que la peinture d'icône, contrairement à la skiagraphie, c'est plutôt de la photographie. C'est-à-dire elle représente la chose comme habitée par une lumière divine qui est matérialisée dans l'or. L'or, il est partout, dans les visages, dans les fonds, dans les crucifixions, même dans les scènes les plus sombres. Tout se base sur l'or et les ombres ont disparu. On ne se base plus sur cet artifice des ombres pour rendre les choses, mais on essaie de mettre en évidence le fait que les choses sont habitées par une lumière divine. Évidemment, tout n'est pas digne de représentation, mais c'est surtout ou des figures divines, ou des saints, ou des scènes religieuses, etc. Cette juxtaposition entre skiagraphie et photographie, elle est en effet, elle a ses raisons historiquement, mais elle est en effet assez injustifiée. Parce qu'au fond,
les différentes formes d'art, c'est-à-dire les deux formes d'art, les deux polarités d'art symbolique et naturaliste, elles forment une unité dialectique. Et à travers la schiagraphie et à travers la photographie, où on voit que les ombres elles sont complètement disparues, c'est une seule et même essence de l'art qui s'exprime. Ces deux polarités sont comme le yin et le yang. L'un ne peut pas subsister sans l'autre, l'un appelle l'autre. Et dans l'un, il y a aussi la présence de l'autre. Parce qu'il ne peut pas y avoir véritablement une représentation naturaliste sans qu'il y ait un certain symbolisme. Déjà, parce qu'il y a toujours un schéma, il y a toujours des lignes guides, de la composition, tout est construit, tout est présenté, tout comme on le fait dans la peinture symbolique. Et après, parce que aussi dans la peinture symbolique, ben, il y a toujours un certain degré de naturalisme. Ça représente quand même un visage, ça représente quand même quelque chose. On force plutôt sur un aspect que sur l'autre. D'ailleurs, dans toutes les civilisations, l'art a commencé par des formes symboliques et puis s'est progressivement déplacé vers des formes naturalistes accomplies. Cette unité dialectique de naturalisme et symbolisme, on a accusé au cours du temps, que ce soit Platon, que ce soit après d'autres théoriciens, de vouloir se substituer à la chose. Mais cela, même si Platon est un grand philosophe, il ne visait pas directement à éclaircir la nature véritable de l'art. Il essayait de bien poser la distinction entre faux savoir et vrai savoir. Mais en réalité, la peinture, sauf des cas limites, où effectivement ça devient un paradoxe, ça devient presque un cas extrême de la peinture qui essaie d'imiter pour tromper, comme justement dans le trompe-l'œil. C'est une sorte de cas limite, une sorte de paradoxe presque auquel la peinture, mais dans laquelle la véritable peinture ne tombe jamais. Pourquoi? Parce que pour créer, c'est un langage qu'il faut élaborer. Et tout langage crée une distance avec l'objet que tu veux exprimer. Et la peinture ne fait pas exception. Que ce soit les graffitis rupestres, que ce soit les premières fresques, les premières décorations murales en Grèce et en Rome, ou que ce soit les icônes, ou que ce soit les peintures de la Renaissance. Il faut élaborer un langage. Et pour cela, il faut prendre la distance de la chose représentée. Il faut la réélaborer, il faut l'interpréter. C'est pour ça qu'Hermès était le patron des arts. Hermès, c'était le dieu qui présidait à tout passage, à tout langage, à toute transition, à tout commerce, partout où il y a l'idée de passage, de modification et donc aussi d'interprétation. Donc c'est pour ça qu'on dit herméneutique encore aujourd'hui, parce que c'est sous le signe d'Hermès. Il y a une double distance même dans l'art qui s'installe. Il y a d'abord une distance avec les choses représentées, le sujet, qui peut être inventé, qui peut être l'objet réel, qui peut être une histoire. Et après, il y a la distance de celui qui n'est que spectateur de l'œuvre, face à l'œuvre accomplie. Il y a aussi cette distance-là, la distance de décoder le langage. Alors, c'est vrai, comme le font remarquer certains chercheurs, que jusqu'à Hegel, on ne s'est pas posé, surtout dans les critiques de Platon et d'autres, on a regardé l'image surtout quant à sa consistance d'image en elle-même, sans regarder à sa matérialité. Et c'était, toujours selon ces chercheurs, Hegel le premier qui s'est posé la question de considérer la matérialité. Ça aussi, c'est un faux problème qui naît d'une tendance à la dualité typique de la civilisation occidentale. En réalité, l'image, elle ne peut pas ne pas être constituée de matière du point de vue artistique. Elle est nécessairement constituée de matière. Donc on ne peut pas ne pas tenir compte de sa constitution matérielle, de sa technique, des matériaux employés pour la constituer, etc. etc.
en effet, c'est que par commodité et à un niveau abstrait de la raison que nous posons une distinction entre la constitution matérielle de l'œuvre, sa constitution en tant que représentation et sa fruition de la part d'un spectateur. Parce que concrètement, dans la réalité, ces choses elles sont une, elles ne sont pas séparées. Et on a vu que Platon, il parle plutôt de la création artistique en termes d'imitation et il se réfère beaucoup à la peinture. Et cette imitation acquiert un rôle négatif là où il dit les peintres ne savent rien de ce qu'ils imitent et se limitent à imiter d'une façon presque stérile. Hein. Tandis qu'Aristote, lui, il parle de représentation, il parle beaucoup plus de la comédie et il ne parle que de la peinture en relation au langage de la tragédie ou de la poésie épique. Et donc, là aussi, ça a donné lieu à pas mal de polémiques, de contradictions. Bien sûr, Aristote, en ce qui concerne l'élaboration des théories sur l'art dans la culture occidentale, était beaucoup plus suivi et beaucoup plus fécond que les quelques mots d'Aristote, que les quelques mots de Platon sur l'imitation en tant que négative, etc. On sait que les Grecs, en parlant de techné, qui est le mot qui était originairement utilisé par art pour exprimer l'art, ils voulaient dire comme le mot chinois kung fu. Ça n'indique pas à l'origine une forme de combat spécifique, mais ça indique tout ce qui est bien fait, tout ce qui est le fruit d'un savoir-faire, d'une habileté et qui est bien fait, qui constitue un travail bien fait. Et techné, c'était la même chose. Techné, ça pouvait concerner l'art de l'orateur, la rhétorique, ça pouvait concerner l'habileté dans la discussion, dans le raisonnement, ça pouvait concerner l'art du potier, du cordier, etc. Et aussi les productions artistiques. Tout était englobé dans le mot techné. Ce n'est que beaucoup plus tard que des termes plus spécifiques à travers le passage au latin et puis par toute la tradition de critique et jusqu'au seuil de l'âge moderne, les termes se sont modifiés et ils ont modifié aussi leur signification.